Bienvenue à cette nouvelle édition de mon Ciné Balado, en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Cette semaine, on jase Les Oiseaux ivres, représentants du Canada pour les Oscars. Le dernier duel, nouveau film de Ridley Scott qui fait couler beaucoup d'encre pour les perruques de ses comédiens. Et Halloween tue, le retour de notre tueur préféré, ou parmi nos tueurs préférés, Michael Myers. Salut Jeff! Salut Pat! T'as des tueurs préférés, toi? Ouais, moi... Au cinéma, oui. C'est ma sainte trinité. Tu sais, Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, là, c'est pas mal mes trois c'est top. Ça trahit ton âge, ça l'a dit. Oh ouais, je m'en cache pas. J'étais un enfant des années 80. On dit souvent, on dirait que l'automne, c'est pas la saison propice aux grandes nouvelles, donc c'est un peu plus tranquille ces temps-ci comme annonce, mais quand même 2 bandes annonces là, qui sont sorties, dont une qui a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Je dirais pas que c'est un film qui est hyper attendu, mais il y a quand même un facteur nostalgique là, qui entre en jeu. C'est le nouveau Scream. Ouais, Frisson, le 5e film de la franchise. La bande-annonce est tombée cette semaine. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas fait de film là-dessus. Et déjà, ce qui va être un peu mêlant, c'est qu'ils ont fait Scream, Scream 2, Scream 3, Scream 4, puis là, c'est Scream. Ouais, c'est pas Scream 5. Ouais, je pense que c'est parce que ce qu'on croit comprendre dans la bande-annonce, c'est un peu un genre de soft reboot, parce que là, ça arrive... pas directement à c'est Sidney Prescott, je pense, le personnage de Neve Campbell, mais là, plus à une nouvelle gang, puis eux avec David Arquette, puis Patricia... Courtney Cox. Courtney Cox, ouais, c'est ça. Qui n'est plus Courtney Cox Arquette, ouais, effectivement. puisqu'ils sont divorcés. Mais ouais, c'est ça, qui viennent plus en aide dans la ville. C'est pas Haddonfield, ça, c'est dans... Halloween, ouais, aussi le nom m'échappe de la ville. Westboro. Exact, voilà. OK. Puis... ouais, c'est ça. D'après moi aussi, je pense que c'était pour le 25e anniversaire, probablement, parce que le premier film date de 96, mais là, avec la pandémie, il y a eu des petits reports et tout, fait que c'est plus pour janvier 2022. Écoute, moi, j'ai trouvé vraiment la bande-annonce assez intrigante et efficace. Moi, j'ai mis un petit clin d'œil en entrée de jeu là, qui fait référence à la fameuse scène de Drew Barrymore. Là, mais avec de la domotique maintenant. Oui, tout à fait. Oui, mise à jour avec toute la technologie. Donc, bien hâte de voir ça. Effectivement, les comédiens principaux de l'époque reprennent tous leur rôle. Peut-être juste chose intéressante à noter, c'est le premier film qui ne sera pas fait par Wes Craven, qui avait quand même réalisé les 4 premiers, là, qui est quand même une figure emblématique là, des films d'horreur, parce qu'évidemment, M. Craven est décédé il y a quelques années, là, il était quand même assez âgé. Donc, pour les nostalgiques et peut-être pour une nouvelle génération, alors Scream, qui n'est pas Scream 5, mais qui est Scream. C'est le duo qui était derrière Ready or Not, qui est sorti en 2019, qui était plus comédie d'horreur. Ouais, qui avait, que j'ai pas vu, mais je sais qu'il y avait quand même de bonnes critiques. Là, exact, c'était pas juste un horror flick, mais ouais, ça avait... capter l'attention de plusieurs personnes. Oui, puis je pense qu'ils vont justement probablement amener cette bonne dose-là, un peu d'autodérision, parce que c'est ce qui fait un peu la renommée des films Scream, là, c'est que ça se prend pas au premier degré. Là, on joue sur, évidemment, les codes du genre du film d'horreur et tout ça. Fait que je pense que c'est un petit peu la petite twist originale que le premier film amenait à l'époque. Exact, juste pour finir dans la bande-annonce, la mention de, justement, c'est le personnage de Neve Campbell qui dit « I've been through this a lot ». J'ai déjà vécu ça plus souvent qu'à mon tour. Ouais, en effet. Et je dois avouer que moi, j'avais un crush sur Neve Campbell dans le premier film de Scream, que je ne connaissais pas comme actrice, parce qu'elle était connue plus pour une série télé, mais quand je l'ai vue pour la première fois à l'écran, ça fait « Oh, c'est qui cette demoiselle-là? » Alors, voilà, elle a été castée, entre autres, pour ça. Eh oui. Autre film d'horreur, donc c'est la semaine des films d'horreur. Ben, c'est le mois d'octobre, c'est le mois de l'Halloween, fait que oui, on annonce tous les films d'horreur, effectivement. Qui lui sortira en février, c'est The Black Phone, une nouvelle production de Blumhouse, Jason Blum, qui est associé à peu près à tous les gros films d'horreur des 10-15 dernières années. Réalisé par Scott Derrickson, qui nous avait donné le Doctor Strange de Marvel, donc il n'était pas revenu pour le deuxième film, s'entendait pas avec Marvel sur la direction à prendre, donc il a décidé de faire tourner ce petit film d'horreur-là, écrite une adaptation de nouvelle de Joe Hill. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Joe Hill, c'est le fils de Stephen King, un écrivain, auteur de bande dessinée. Il a fait entre autres l'excellente série de BD Lock and Key,
qui a été adapté en streaming, donc qui est très bien aussi. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant dans le film et dans la bande-annonce qu'on voit, c'est Ethan Hawke dans le rôle d'un méchant, d'un tueur. Ouais, c'est vrai. On l'avait pas vu dans un film d'horreur depuis Sinister en 2012. Mais là, il était le protagoniste, si on veut. Puis, ouais, c'est ça. Ethan Hawke joue dans vraiment beaucoup de films, là, plus qu'on pense. Il y a des grosses productions, beaucoup de films indie, du drame, de l'action, du romantique. Il est vraiment partout. Oui, il est très versatile. Cool. Exact, c'est ça. C'est quelqu'un, je pense, qui aime beaucoup jouer. Fait que il dit oui à tous les projets qui sont généralement intéressants, même s'ils n'ont pas des sorties larges puis qui restent méconnus. Là. C'est rarement des fiascos. Et ouais, fait que c'est quand même audacieux d'être l'antagoniste là, qui va séquestrer un enfant. Oui. Donc on suit justement cet enfant-là va être enfermé dans une pièce où il y a un vieux téléphone qui ne fonctionne pas. Et dans le fond, va se mettre à sonner. Il va entendre les voix des autres enfants, des autres victimes de ce personnage-là qui vont l'aider à s'échapper. Donc, il y a un côté très surnaturel là, au film, là, on s'entend. Mais en tout cas, bonne annonce très efficace. Et surtout, le look quand il se met en mode tueur des Hawke, là, avec son masque étrange, assez réussi. Ça, un je trouve, peu à ce qu'on voyait des fois dans La Purge, là, mais c'est troublant. Là. Les masques, on la cote. Donc, sinon, petite annonce pour les amateurs de films de super-héros et Marvel en particulier. On a confirmé cette semaine, en fait, James Gunn, le réalisateur de Les Gardiens de la Galaxie 3, qu'il y aurait le personnage d'Adam Warlock. Donc, pas un personnage qui est très connu du grand public, mais parmi les fans finis des bandes dessinées Marvel, c'est quand même un personnage là, assez important qu'on avait teasé un peu sa présence. À la fin du deuxième, dans les scènes post-crédit. Fait que là, on pourrait penser qu'il commencera pas comme un allié des gardiens, mais peut-être comme un ennemi à ce moment-là. Probablement, et finalement, ils vont devoir travailler ensemble. Parce que je sais que dans les bandes dessinées, dans les différentes histoires au cours des années, il devenait un membre des Gardiens de la Galaxie. Donc, est-ce qu'à la fin... Ça sort pas de nulle part. Là, Non, vraiment pas. Et c'est vraiment un personnage associé à l'univers cosmique de Marvel parce qu'il vient d'une autre dimension et tout ça. Donc, une espèce d'entité cosmique. Et on navigue beaucoup là-dedans dans les prochaines années avec les différentes productions de Marvel. Puis l'annonce de James Gunn venait aussi du fait qu'il a annoncé qu'il allait interpréter ce cher Adam Warlock. Ouais. Puis c'est le jeune Will Poulter qu'on a vu récemment dans Midsommar, mais aussi dans Détroit, qui était très haïssable dans ce film-là. Ouais. Moi, je le connais surtout pour la comédie Nous sommes les Miller, We're the Millers. Ah oui, c'est ça. C'était très drôle dedans d'ailleurs. Donc, encore une fois, un peu un choix champ gauche. James Gunn nous habitue à des castings quand même assez audacieux, mais ça paye toujours. C'est aussi que là, on va avoir un Adam Warlock de, je n'ai pas vérifié, mais comme 25 ans. Là. Ouais, ok, peut-être un petit peu après, mais... Voilà. Fait que ça, il me semble qu'il n'y a pas de date, James Gunn. C'est-tu en 2022? Oui. OK. Probablement l'été prochain. Ouais, c'est ça. Là, où, là, je me rappelle plus, parce que je pense qu'il y a 4 productions Marvel l'an prochain. Là, c'est une grosse année. Mais c'est pour 2022, assurément. OK. Donc, à l'affiche cette semaine, 3 films très différents les uns des autres. Un film québécois quand même assez attendu. En fait... Quand est sortie la nouvelle qu'il représenterait le Canada aux Oscars, là, à la course, donc ça générait évidemment beaucoup d'intérêt. C'est Les Oiseaux ivres. Oui, exact, de Ivan Grabovitch, qui est un immigré installé au Québec là, depuis plusieurs années. Alors, lui, il n'avait pas réalisé de film depuis Roméo 11 en 2011. Et il le co-scénarise avec sa conjointe Sarah Michara. Et elle s'occupe surtout aussi de la direction photo. En fait, c'est ça son métier de tous les jours. Elle fait la direction photo, là, la cinématographie. Sur une trentaine de projets. Là, dernièrement, elle avait fait My Salinger Year de Philippe Falardeau, La Grande Noirceur de Maxime Giroux, ou encore Tudor Nicole de Stéphane Lafleur. Fait que c'est pas à ses premières... Effectivement. Ses premiers pas. Avant d'attaquer le synopsis, je veux dire un peu, dans le film, on retrouve Hélène Florent, qu'on a vu dans Maria Chapdelaine, qui est encore à l'affiche. Fait que oui, beaucoup de rôles à la ferme et de ressources à la terre pour Hélène Florent cet automne. Claude Legault, qui n'a pas besoin de présentation, et Marine Johnson, qu'on avait vu dans La petite fille qui aimait trop les allumettes, et plus récemment La déesse des mouches à feu. Mm-hmm. Et... principalement, c'est plutôt Jorge Antonio Guerrero qu'on a vu dans Roma. Fait que
ça nous amène au synopsis. Pourquoi des Québécois et des Mexicains? Ben, c'est surtout la quête de Willy, le personnage de Guerrero, qui cherche à retrouver comme son amour perdu, qui a quitté le Mexique. Alors, ça l'amène, lui, du Mexique au Canada, à venir travailler sur la ferme des Bécottes, donc les deux parents et leur fille. Fait que c'est le mélange de culture, là, dans le fond, sur une ferme de laitue, principalement, en banlieue de Montréal. Puis tout ça va comme croiser leur destin un peu. Oui, parce que chacun des personnages qu'on suit, ils ont chacun une histoire là, propre. Là. Donc, la fille qu'on va suivre, elle qui essaie de probablement se trouver une vie un peu plus excitante dans la grande ville de Montréal. Donc, elle serait impliquée dans une situation un peu déplorable pendant la tenue du Grand Prix de Montréal. Donc, le couple d'Hélène Florent et Claude Legault, donc le mariage bat un peu de l'aile et ce personnage-là, donc de Willy, qui veut renouer avec sa flamme donc qu'il y avait au Mexique. Ce que je trouve intéressant du film, c'est son histoire, en fait, parce que c'est une réalité qu'on voit de plus en plus. On croise beaucoup ces Mexicains-là qui viennent travailler au Québec pendant la saison estivale et tout ça. Donc, c'est intéressant, je trouve, comme histoire, de raconter un peu leur quotidien et tout ça. Je trouve que c'était vraiment très bien fait. Ben, exact. En entrevue, Yvan, il disait que l'idée lui est venue comme ça. Il revenait d'un tournage là, à peu près en 2005-2006. Puis il avait vu comme une file de Mexicains devant la banque. Puis il était comme justement en banlieue de Montréal. Il comprenait comme pourquoi il y en avait autant. Puis c'est là qu'il a appris qu'il y avait des travailleurs étrangers qui venaient au Québec l'été pour nous aider avec nos récoltes. Fait que le scénario a commencé à germer dans sa tête. Ça fait comme 15 ans déjà. Quand même. Avant qu'il arrive là. Puis qu'il implique sa conjointe dans le projet. Fait que c'est pour ça que dans le film, on voit beaucoup aussi leur manière de travailler puis de vivre. C'est sûr que dans les plus récents mois, on a entendu une certaine grosse compagnie serre qui avait des très mauvais traitements pour ses employés. On n'est pas là-dedans non plus, mais on comprend qu'ils ne sont pas dans un hôtel 4 étoiles nécessairement. Puis tu comprends aussi leur relation avec eux, comme dans la bande-annonce, on le voit aussi, un personnage qui dit « Ben moi, j'ai deux personnalités, là. J'ai quand je suis ici puis je travaille, puis j'ai quand je suis chez moi avec ma famille, finalement. » Fait que oui, il y a un certain regard sur les relations complexes entre exploitants puis exploités, puis qui a besoin le plus de qui, au final, aussi, dans cette relation-là. C'est pas un film spécialement sur le travail maraîcher, mais ça fait quand même partie du décor puis du récit. Ouais, tout à fait. Et c'est vraiment un film, là, détrompez-vous, c'est pas lourd du tout. Même si c'est un drame, mais il y a quand même un peu d'humour présent. Il y a vraiment quelques bonnes petites séquences qui font sourire, mais c'est vraiment un film accessible à tous, là, parce qu'au bout du compte, il y a quand même une belle histoire d'amour à travers ça. En effet. Puis, je trouve dans sa présentation aussi, le scénario est un peu déconstruit, là, surtout dans peut-être le premier tiers du film, on chevauche un peu temporellement. Mm-hmm. Pas pour nous mélanger, là, c'est pas Memento. Là. C'est juste pour faire avancer, que le récit avance de manière plus intéressante, pour un peu nous dire pourquoi cette personne-là, elle se sent de cette façon-là. Ben, on va juste vous montrer un peu comment elle se sentait avant, sans mettre une année plus tôt ou 2 ans avant. Puis là, ça prend pas bien de temps qu'on comprend dans quel ordre vont les morceaux du casse-tête, si on veut. Là. C'est pas énigmatique là, comme film. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est un peu le métissage des cultures. Donc, une grande partie du film est en espagnol. Donc ça, j'ai trouvé aussi vraiment intéressant. Fait penser un peu à Incendie aussi, qu'on avait de l'arabe et tout ça. Donc, exact. Je trouve aussi... c'est ça, on s'en reparlait hors d'onde, puis ça me rappelle aussi les qualités d'un Incendie, d'un Monsieur Lazare. Je pense vraiment que c'est un bon choix là, pour candidat dans la course aux Oscars. C'est vraiment un excellent film à voir. C'est super beau, c'est coloré. Fait que même si, comme tu mentionnais, il y a une bonne dose de drame dans plusieurs éléments, le film n'est pas lourd. On n'est pas dans la personne qui boit son café en regardant la pluie par la fenêtre pendant 3 minutes. C'est pas ça. C'est plus mouvementé que ça, exact. C'est dynamique vraiment beaucoup. Ouais, donc très bien tourné, très bien joué aussi. Les comédiens sont tous très bons. Donc effectivement, alors on verra en début d'année s'ils veulent réussir à se faufiler parmi les finalistes. On va sûrement aussi en entendre parler, nous autres, au Prix Iris, au Gala Québec Cinéma. C'est certain que ça va être dans
plusieurs nominations. Là, qui gagnera, ça reste à voir. Fait que, ouais, Les oiseaux ivres... Qui est un drôle de titre d'ailleurs. Est-ce que on a une raison qui explique ce titre-là? En entrevue, il n'a pas dit, Ivan Grabovich, il dit « Je préfère comme vous laisser vous imaginer ça, mais on comprend qu'il y a une relation avec la migration des oiseaux, puis ici, on est dans la migration des travailleurs, parce que c'est le travail saisonnier maraîcher. Puis l'ivresse ramène plus au fait comme de s'égarer dans sa route, là. Fait qu'on imagine un peu un banc d'oiseaux, là, une nuée d'oiseaux comme qui tourne en rond, qu'on n'est pas sûr de savoir où il s'en va. Fait que c'est plusieurs gens qui ont leur destin ou leur chemin, puis qui viennent à se croiser, mais qui auraient pu ne pas se croiser non plus. Là. C'est pas aussi percutant en ce sens que, mettons, 21 grammes, là, qui est comme c'était vraiment le but, c'est de déconstruire puis de dire que c'est comme des films chorales qu'on appelle. Là. Ouais. C'est pas ça non plus nécessairement. C'est juste de dire que si t'avais pas croisé cette personne-là, ta vie aurait peut-être été différente. Et voilà. Donc, Les oiseaux ivres, si vous cherchez un excellent film québécois d'ici à voir, on vous le recommande chaudement. Dans un tout autre registre, il y a Le Dernier Duel, The Last Duel de Ridley Scott, un film d'époque médiévale, adaptation d'un roman d'Eric Jagger qui est basé sur un fait historique. Et en fait, c'est le dernier duel sanctionné légalement en France. Donc, ça date de 1386. Donc, c'est vraiment répertorié là, dans l'histoire de la France. C'est quelque chose de plus connu, évidemment, chez eux que chez nous. Mais quand même, c'est surtout, je dirais, les scénaristes, les comédiens, quand même une drôle de paire attachée à ce genre de projet-là. C'est le grand retour, la réunion de Matt Damon et Ben Affleck. Absolument. On les a vus au cinéma ensemble même quelques fois, mais en tant que scénaristes, la dernière fois qu'ils ont collaboré, c'est la première fois qu'on a entendu parler, c'était pour Le Destin de Will Hunting en 97, il me semble. Dans ces années-là, oui. Qui leur avait valu d'ailleurs le scénario, l'Oscar du meilleur scénario original. Cette fois-ci, là, c'est pas un scénario original, c'est une adaptation comme tu as mentionné. Puis également, ils se sont flanqués là, d'une co-scénariste qui est Nicole Olofssener, qui avait entre autres scénarisé Can You Ever Forgive Me là, il y a quelques années. Elle travaille beaucoup dans des récits justement où les femmes sont d'habitude au cœur du récit. Fait que pourquoi mentionner ceci? C'est parce qu'en fait, le synopsis du dernier duel, c'est en 1386, comme tu as dit. En France, il y a un chevalier, Jean de Carouge, qui est interprété par Matt Damon, qui revient d'une expédition militaire. Il retrouve son épouse, Marguerite de Thiouville, qui est interprétée par Jodie Comer, qu'on a vu dans Free Guy cet été. Mm-hmm. Et elle accuse l'écuyer Jacques Legris, interprété par Adam Driver, qui est un ami, en fait, du chevalier de Matt Damon, de l'avoir violé. Fait que là, le tribunal de l'époque dit, faites un duel à mort, puis celui qui gagne aura raison. Évidemment. Et si, nonobstant, si Matt Damon perd, ça veut dire qu'il n'aurait pas eu raison, donc il faut brûler vive celle qui dit avoir violé, parce que ça veut dire justement que c'était pas vrai à l'accuser à tort. Ouais, voilà. Fait que c'était les tribunaux de l'époque, la justice de l'époque. C'était simple. En fait, en entrevue, Ben Affleck a dit même on a réduit un peu les mœurs puis les façons de faire de l'époque parce que ça aurait été inacceptable, genre. Fait qu'on a adouci, puis ça, c'est la version un peu adoucie. Le film est divisé en 3 temps, c'est-à-dire la version de chacun des 3 personnages principaux. Fait que ça, pourquoi ils sont allés chercher une co-scénariste féminine, c'est parce qu'ils ont demandé d'écrire la partie qui se trouve être la partie réelle, si on veut, qu'on voit le 3e volet, celle du personnage de Jodie Comer, en fait. Et donc, évidemment, le film... Ridley Scott, on sait que c'est un réalisateur aguerri, évidemment. Il met beaucoup de soins sur l'esthétisme de ses films, sur la reconstruction d'époque, parce qu'évidemment, il est surtout connu pour Alien, mais aussi Gladiateur, qui avait été un grand succès il y a une vingtaine d'années. Donc, quand même fait plusieurs films historiques, dont son premier qui était Les Duellistes en 1977, qui se passait pendant la guerre napoléonienne. Donc, on fait souvent un petit rappel à ce sujet-là en termes de thématique. Donc, à ce niveau-là, c'est certain qu'on est très, très bien servi. Moi, ce qui me fait le
plus rire, ou en tout cas ce qui me fait un peu moins embarquer, et ça circule beaucoup dans les critiques, puis je le mentionnais d'entrée de jeu un peu à la blague, c'est un peu le look de Matt Damon et Ben Affleck que je comprends, là. C'était la mode à l'époque, mais une coupe longueur grasse, là. C'est difficile d'embarquer, je trouve, un peu quand on les voit accoutrés de cette façon-là. Peut-être parce qu'on les connaît trop, peut-être avoir des comédiens moins connus, ça aurait mieux passé, mais... Puis je trouve que c'est des drôles de choix, honnêtement, là, pour jouer des Français à l'époque médiévale. Je suis pas sûr que j'aurais pris cette route-là. Mais moi, bon. tu m'amènes... Je pense que les looks dans la bande-annonce, c'est flagrant, mais une fois dans le film, on vient à l'oublier, là, à prendre part à l'univers. Cela dit, moi, c'est quelque chose que j'ai de la misère un petit peu, c'est... Dans le fond, c'est un récit français qui se passe en France par des Français, puis c'est tourné par des Américains. Et voilà. Mais c'est pas le premier film qui est comme ça. Il y a des gens que ça dérange pas du tout. En fait, si vous allez le voir aussi en version doublée en français, ça paraît encore moins. Mais il disait d'ailleurs qu'il voulait pas parler non plus un vieil anglais britannique, parce qu'on était à l'époque de la guerre de 100 ans où les Français se battent avec les Britanniques, fait que ça n'aurait pas de sens. Fait qu'ils ont pris une espèce de entre les deux, là, d'un espèce d'anglais qui est pas trop contemporain, mais pas qui est old school britannique. Mais je le pardonne quand c'est un excellent film, puis ici, je pense que c'est un très bon film. Oui, le propos est très intelligent. C'est vraiment un film pour adultes dans le sens où c'est un film qui est très verbomoteur, qu'on parle beaucoup. C'est pas un film d'action, là. Donc, on est vraiment dans le drame et vraiment mené de bonne main de Ridley Scott. Ouais, c'est ça. Autant il l'avait peut-être... perdu ou échappé un peu en parlant de mener de main. Il avait peut-être échappé dans ses derniers films qui avaient été plus oubliables, mettons. Ouais. Mais là, il revient vraiment en force, là, puis c'est peut-être toute l'expérience de sa vingtaine de films. Et encore. Écoute, c'est quand même... il doit être pas loin d'un 80 ans, Ridley Scott. On en parlait la semaine dernière sur des nouvelles de ses prochains projets. Il me semble qu'il est à 82, 83. C'est fou, là. Puis il y a un film pratiquement par 2 ans. Ouais, s'il ne produit pas, il le réalise. Ouais. T'es encore très, très actif, monsieur Scott. Fait que c'est... on pourrait dire aussi que c'est le genre de film je sais pas si ça va arriver, mais qu'assurément, il espère voir aux Oscars là, pour quelques nominations. On parle beaucoup de Jodie Comer, elle est vraiment excellente dans ce film-là. Ça reste toujours à voir quand il y a autant de... La distribution est autant large. Est-ce que c'est un rôle principal ou c'est plus un rôle secondaire? Puis Ridley pourrait s'en tirer assurément avec une nomination de réalisateur pour cela. Très bonne chance, mais c'est sûr que dans toutes les catégories, direction artistique, costume et autres, peut-être son aussi, là, on devrait peut-être le voir apparaître. Et en terminant, évidemment, tu l'avais mentionné tout à l'heure, on est dans la période d'octobre, Halloween approche, donc c'est la sortie de films d'horreur en masse sur les écrans. Et là, on a le droit à une énième version de Halloween, donc en fait 12e film de la série, Halloween Kills. Donc si on inclut évidemment le Halloween 3, dont il n'y avait pas Michael Myers, et Halloween 1 et 2 de Rob Zombie là, à la fin des années 2000, où il avait essayé de repartir la franchise. Mais c'est une suite du Halloween de 2018, donc qui était sorti il y a 3 ans, mais qui était lui une suite directe du premier film. Là. Fait que c'est comme le officiellement 12e, mais officieusement 3e. Effectivement, disons ça comme ça. Alors, si je peux revenir en arrière, en 1978, il y a le premier Halloween, le classique, avec Jamie Lee Curtis, évidemment dans le rôle de Laurie Strode, qui est la proie de Michael Myers. On a fait plusieurs suites au fil des années, avec plus ou moins de logique. En 2018, donc on a reparti, on a eu la bonne idée de faire une suite directe au premier film en éliminant là, toutes les autres suites au fil des années. Donc une suite qui se passait directement 40 ans plus tard. Et Jamie Lee Curtis revenait. Oui, qui reprenait son rôle. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'était vraiment la façon qu'on a traité le personnage. C'était vraiment victime d'un syndrome post-traumatique en mode survie, qui était vraiment traumatisé par ces attaques-là. Et évidemment, sa fille et sa petite-fille. Donc, c'était les 3 générations de femmes aussi qui étaient confrontées aux tueurs. Donc, vraiment des rôles féminins assez forts. Et puis, le film avait vraiment eu un succès monstre, là, je pense, au-delà même des attentes du studio. Oui, ça avait battu plusieurs records de box-office là, pour la fin de semaine à laquelle il était sorti. Il me semble qu'il était sorti plus la première fin de semaine d'octobre, je pense. Peut-être un peu plus tôt, effectivement, mais il jouissait déjà d'un bon buzz. Je me souviens, la première avait lieu au Festival de film de Toronto. Et écoute, le film avait terminé au box-office là, avec au-dessus de 250 millions, ce qui est énorme pour un film de ce genre-là.
Donc, on a décidé évidemment de faire une suite, mais ce qui est intéressant, donc le film est scénarisé et réalisé entre autres par David Gordon Green, qui est surtout connu pour ses comédies genre de Pineapple Express et de Sitter avec Jonah Hill, mais c'est un grand fan d'Halloween, un grand film de fan d'horreur. Donc, lorsqu'il a approché Jason Blum de Blumhouse, le producteur qui détenait maintenant les droits, il y avait une histoire sur 2 films, en fait. Il voulait vraiment tourner 2 films, un à la suite de l'autre, et les sortir rapidement. Puis il s'est ravisé en cours de pré-production du premier. Il a dit faisons le premier, voir si ça fonctionne bien, puis après ça, on tournera un deuxième. Okay. Parce qu'évidemment, l'idée, c'est que si le premier film ne fonctionne pas et est détesté, on tire la plug. Là, ouais, puis c'est ça. T'sais, pour lui, c'est-à-dire, écoute, on va travailler 1 an sur un autre film et que personne ne veut voir, là, fait que c'est pas la situation idéale. Mais lorsqu'ils embarquaient donc sur cette suite-là, Halloween Kills, on a annoncé même 2 films pour finalement faire une trilogie. Donc là, écoute... C'est ça qu'il y a le côté volet du milieu, là. Dans chaque fois qu'il y a eu des trilogies, tu te dis, ça sera pas... La saga, l'histoire sera pas terminée à la fin de celui-ci. Là. Effectivement, et ça, c'est toujours un danger. Surtout que l'autre d'avant, là, donc le Halloween de 2018, honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était une suite parfaite, vraiment un mix parfait de nostalgie, mais avec une certaine réinvention, réinterprétation des personnages. Et ça aurait pu se terminer comme ça, et ça aurait été parfait. Donc là, lorsqu'on a annoncé cette suite-là, il faudrait que oui, faut que ça soit un peu justifié. Est-ce que ce l'est? Je dirais pas vraiment, mais évidemment, on a augmenté la cadence en termes de meurtre et surtout de côté graphique de la chose. Parce que le premier Halloween, si on le compare aujourd'hui, c'était relativement très, très soft. Il n'y avait même pas de sang. C'était du bon ketchup pour voyait... le peu qu'il y avait. Là, ouais, tout à fait, c'est ça. Donc là, on est vraiment quand même dans des scènes de meurtre assez graphiques. Mais on retrouve donc tout le monde. En fait, Jamie Lee Curtis revient dans ce rôle de Laurie Strode. Judy Greer dans le rôle de sa fille Karen. Moi, la jeune Andy Matichak, qui était la révélation du premier, revient dans le rôle de la petite fille d'Allison. Et donc, pour incarner Michael, en fait, on est allé chercher un nouveau venu qui était plus un cascadeur, James Jude Courtney, mais le Michael Myers de l'époque, qui est Nick Castle, qui est son vrai nom, avait rejoué Michael pour une courte scène dans le film de 2018 et il revient aussi pour Halloween Kills parce que lui aussi quand même assez âgé, le monsieur Castle. Et en fait, c'est un cinéaste. Je ne sais pas si tu connaissais l'histoire de Nick Castle. Non, je sais pas, vas-y. C'était un ami de John Carpenter qui avait étudié à la même école que lui et tout ça. Et donc, il avait travaillé sur les films précédents de Carpenter. Et il voulait juste... être sur le tournage, tu sais, juste pour s'amuser, être là et tout ça. Fait que John Carpenter, il a dit, écoute, enfile le costume, voir. Puis finalement, il aimait sa démarche parce qu'il venait d'une famille de danseurs. Fait qu'il y avait comme une certaine démarche. Donc, ils lui ont donné le rôle de Michael Myers. OK. Comme ça. Qui était dans le premier, c'était juste The Shape. Ouais, donc on n'a même pas, c'est dans le générique qui est The Shape. Et plus tard, il va réaliser des films comme The Last Starfighter puis The Boy Could Fly dans les années 80. Donc, on va quand même connaître un certain succès là, avec des films plus familiaux. Donc, M. Castle reprenait une courte scène, évidemment, dans ces films-là. Et Halloween Kills, un peu à l'image de la première suite d'Halloween à l'époque, le Halloween 2, se déroule dans la même nuit. Donc, on reprend vraiment où lui de 2018 était terminé, donc avec la maison en feu. Alors Michael Myers. Qu'on l'a laissé pour mort, finalement, il n'est pas mort. Effectivement. Ça, on le voit amplement dans la bande-annonce. Les pompiers arrivent, vont éteindre le feu et vont réussir à libérer Myers de son emprise. On ne sait pas trop comment il va avoir survécu tout ce temps-là à ces flammes-là, parce qu'en voyant le film, c'est comme... Les forces diaboliques. Oui, écoute, il y a un instinct de survie incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que là, finalement... c'est la ville, en fait, d'Haddonfield, qui est victime depuis plusieurs coups de Myers, vont se virer contre lui, ils vont partir à sa chasse. Alors, la proie devient finalement... le prédateur devient la proie. Ouais, mais je pense pas qu'il est terrorisé pour autant, là. Il va quand même... Sûrement pas. Mais quand même, donc ça, je trouve ça intéressant. Et honnêtement, ça aurait pu, je pense, être la fin aussi. On aurait pu terminer ça là. Mais bon, on verra l'an prochain pour Halloween Ends,
Ouais, qui là, mettra la fin à la trilogie. en le titrant Halloween Ends, là, où il n'y a pas de titre français encore, mais Halloween fini, j'imagine, quelque chose comme ça. Là, il va falloir qu'ils arrêtent. Ils vont pas étirer la trilogie en quadrologie. Écoute, là, je pense pas. Je pense que ça va être vraiment la fin C'est du ça. Michael Myers comme on le Exact. connaît. Parce que d'une part, le personnage, dans la chronologie des films début 61, en fait en 2018, puis ça se passe 40 ans le premier, puis dans le premier film, il y avait 21 ans lorsqu'il s'échappe là, de l'asile. Donc, je pense que ce serait une bonne façon de le terminer là. Et si éventuellement on repart la franchise, c'est ce qui va arriver. Parce que ces personnages-là sont trop connus, sont trop importants pour les studios. Donc, on pourrait vraiment repartir sur autre chose. Mais sachez donc, pour ceux qui veulent vraiment un bon film d'horreur, avec beaucoup de sang, de meurtre, vous serez bien servi. Et ce qui est le fun, c'est qu'on ramène aussi beaucoup de personnages du premier film. Je vous en dis pas plus. Ouais, mais des jeunes qui sont rendus peut-être plus vieux. Effectivement. OK. Donc, Fait que c'est ça. Faut quand même avoir vu celui de 2018 oui, à tout le moins là, pour apprécier. assurément, parce qu'on est vraiment dans la suite de l'action C'est dans cette même nuit-là. Donc, et en terminant, savais-tu aussi pour le costume, en fait pour le masque de Michael Myers, d'où vient ce fameux masque-là qui est devenu iconique parce qu'il fait partie de la culture populaire? Ben là, je me demande si tu veux que je réponde vraiment ou tu veux que je dise non, Patrick. Tu peux répondre parce que je pense que je te l'avais dit. OK. C'est un masque du capitaine Kirk, c'est ça? Ben oui. William Shatner, c'est ça? Effectivement, c'est le visage de William Shatner. En fait, dans la description du scénario, c'était juste mentionné que Myers porte un masque à la forme humaine, vraiment aux couleurs très pâles, mais sans expression. Et Tommy Lee Wallace, qui était directeur artistique, ne savait pas trop quoi faire avec ça. Il est allé dans un magasin de costumes. Il a pris 2 masques. Il y avait un masque de clown et il a vu celui-là, le masque de Captain Kirk, qu'il trouvait quand même intéressant, justement, qui est un peu figé. Alors, ce qu'il a fait, il a agrandi les trous d'yeux. Il l'a peinturé d'un blanc bleuté. Et il a rasé un petit peu les favoris. Et puis, finalement, ils ont essayé ça sur le comédien. Et ça a été la magie du cinéma. Le coup de foudre. Ils ont dit, ah oui, c'est vraiment creepy, c'est vraiment étrange. Et c'est passé à l'histoire. Tout ça pour la modique somme de 1,98$. Ouais, c'est pas pire. En plus, puis son habit, c'est comme une chienne de mécanicien à peu près. Là. Fait voilà, que, c'est comment maximiser un petit budget. c'est ça. Mais c'est drôle l'idée d'avoir un masque de William Shatner en Captain Kirk. Tu sais, en costume d'Halloween et autres, il existe des masques de méchants, là, comme des masques qui sont une face ravagée. Mais d'avoir un masque qui est une face normale, je trouve ça très bizarre. Ça doit toujours avoir l'air étrange. Et effectivement. Et vraiment, l'effet passe très bien au cinéma parce que, écoute, à chaque fois qu'on le voit, je trippe bien gros sur son visage, son look. Et c'est souvent la force de ces personnages-là. C'est la même chose avec Jason Voorhees et son masque de hockey iconique, évidemment. Ouais. Donc, quand le look des méchants, des tueurs vraiment frappe l'imaginaire, ça fait de la magie. Je pense que c'est là aussi que les films perdurent dans le temps. Oui, vraiment. Et fait que, ouais, c'est une excellente sortie cinéma, là, si vous voulez mettre dans le bain de l'Halloween. Surtout, les films d'horreur, je trouve que ça fait partie des films à voir en gang et en gang d'inconnus. C'est plus fort sur les réactions, je trouve ça. C'est clair, ah oui, c'est voir. Une cool expérience. Les comédies et les films d'horreur, c'est vraiment 2 genres qu'il faut voir ensemble et être dans la réaction des gens, dans un bain full, oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. Et sinon, il y a plusieurs autres sorties cette semaine qui sont peut-être un peu plus limitées. C'est pour ça qu'on en parle moins en profondeur. Fait que selon où vous êtes dans la province, peut-être y avez-vous accès. Il y a le drame romantique Bergman Island avec Tim Roth et Vicky Krieps qu'on a vu dans Phantom Thread et Old cet été. Alors, c'est un couple de cinéastes qui s'installe pour écrire pendant un été sur l'île suédoise de Faro, où a vécu l'iconique réalisateur Bergman. Puis, à mesure que leurs scénarios respectifs avancent, il y a comme une espèce de frontière entre la fiction et la réalité qui se brouille. Là, c'est comme s'ils se racontent leurs scénarios. Fait qu'on voit la personnification de leur scénario par d'autres personnes. C'est vraiment un drame un peu sympathique qui peut rappeler des Woody Allen, si vous êtes dans ce genre-là. Il y a plusieurs documentaires aussi qui prennent l'affiche. Le documentaire québécois « La coop de ma mère » sur un groupe de résidents et voisins qui tentent de former une communauté gérée collectivement. Le documentaire sportif « Les sorcières de l'Orient »
sur les joueuses japonaises de volleyball qui avaient remporté l'or contre toute attente aux Olympiques de Tokyo en 64. Fait beaucoup d'images d'archives et des entrevues aujourd'hui avec ces joueuses-là, ces athlètes-là. Le documentaire Fanny de Right to Rock sur un groupe garage rock qui est devenu méconnu, mais qui avait été à l'époque le premier groupe intégralement féminin à signer sur un major. Je pense que c'était les Warner Records, je pense. Et il y a finalement le drame Mass, qui je crois est juste disponible en anglais. C'est dans le super dramatique, mes amis, où deux couples de parents, ceux d'une victime d'une tuerie dans une école et ceux les parents de celui qui a commis l'acte, qui se rencontrent pour tenter de faire la paix avec ce qui s'est passé. Ça doit être quand même assez intéressant. Ouais, mais c'est le genre de film qui peut ressortir, de mémoire, c'est une production américaine, fait que ça peut ressortir aussi pour certaines performances peut-être aux Oscars, là, dépendamment du push et du lobbying qui sera fait derrière. Là. En tout cas, Oscars, c'est vraiment un sujet original, honnêtement. Oui, on avait lu aussi il y a quelques années comme We Need to Talk About Kevin avec Tilda Swinton, qui était ça comme les parents d'un tueur, d'un mass murder, là, d'une tuerie dans une école, comme la vie avant, après, pourquoi c'est arrivé. Puis c'est sûr que c'est comme... pas un fait vécu comme tel quand c'est écrit, c'est inspiré de dire et autres, puis on s'imagine comment on pourrait le ressentir. Mais ouais, c'est des films très lourds, mais tristement d'actualité. Ouais, écoute, oui. C'est ça. Alors, sur cette note Mossad, c'est ce qui conclut ce balado. Alors, revenez-nous la semaine prochaine où nous vous parlerons, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a Denis Villeneuve qui sort le film Dune. C'est quoi ça? C'est ça. Est-ce que ça serait un euphémisme de dire que tu es très excité, Patrick? Oui, je dois confesser que je n'ai jamais lu les romans. Donc peut-être moins excité que d'autres qui sont férus de l'univers de Frank Herbert, mais oui, parce que c'est un projet mythique qu'on attend depuis longtemps, qui a été souvent tenté d'être adapté une fois à l'écran avec plus ou moins de succès, et là avec Denis Villeneuve derrière cette production-là, et surtout avec tout le casting aussi, écoute, une brochette de comédiens exceptionnels. Oui, vraiment très curieux de le voir enfin. Fait que si vous avez hâte, on vous en parle la semaine prochaine. Si vous êtes tanné d'entendre parler de Denis Villeneuve puis qu'on parle depuis un an de ce film-là, ben on en parle la semaine prochaine puis après on passe à autre chose. Pour nous contacter, si vous voulez nous parler de choix de films, de ce que vous êtes allé voir en fin de semaine, des commentaires sur le balado, ça nous fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Écrivez-nous au balado au singulier à commercial-monciné.ca. Et comme à chaque semaine, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné. Il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs cinémas de la province. D'ailleurs, la nouvelle édition approche, celle de novembre-décembre, ça en vient. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Merci Patrick. Hey, bon cinéma tout le monde. Bon cinéma d'horreur à tous.